Pour récupérer la garde de sa fille, tous les faits et gestes de Frida seront épiés par les caméras du centre de rééducation maternelle. L'objectif, déterminer si Frida est une bonne mère. Bienvenue dans Daily des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'école des bonnes mères de Jessamine Chan. Bon, partons sur des bonnes bases. Ce livre commence par un jour de merde. C'est le genre de journée, je pense qu'on a tous déjà vécu. Donc, tu te réveilles malade, ou tu as mal dormi, ou juste il pleut et tu te demandes si tu as vraiment besoin d'argent pour vivre. Généralement, la réponse est oui, donc du coup, je sors de mon lit. Mais ce sont ces bons gros jours de merde durant lesquels on prend des décisions qui sont souvent très bancales. Et Frida, le personnage principal, ne va pas vivre un jour de merde, mais une semaine de merde avec sa petite fille de 18 mois qui est malade et qui ne dort plus du tout. Donc quand Frida va se rendre compte qu'elle a oublié un papier important à son bureau, elle va prendre the décision bancale et ça va devenir le pic de sa semaine de merde parce qu'elle va laisser sa fille seule chez elle. Au début, elle pensait qu'elle ferait juste un aller-retour, mais son trajet de 10 minutes s'est transformé en 2 heures. Les voisins ont entendu sa fille Harriet pleurer et ils ont appelé la police. Frida va donc passer d'une semaine de merde à une vie de merde. La police va pas seulement lui faire un rappel à l'ordre, on va lui retirer sa fille, on va mettre des caméras chez elle et on va lui demander de prouver qu'elle est une bonne mère. Alors du coup, tu vas te demander, mais comment est-ce qu'on prouve qu'on est une bonne mère ? Alors selon le gouvernement, il n'y a rien de plus simple. Frida doit pleurer, mais pas s'apitoyer sur son sort. Elle doit garder son appartement propre, mais juste assez pour montrer qu'elle est impactée par le départ de sa fille. Et elle doit aussi prouver qu'elle a une vie sociale, mais ne pas trop s'amuser. Bref, c'était easy peasy in the nose. Il n'y avait rien de plus simple qu'être parfaite. Donc du coup, Frida a lamentablement échoué et elle va terminer dans un centre de rééducation maternelle. Pendant 1 an, le gouvernement va la placer dans son centre et va l'éloigner de sa famille et sa fille pour lui apprendre à parler, pour lui apprendre à réprimander, pour lui apprendre à encourager et à aimer comme une bonne mère. Mais les règles qui sont imposées par le centre sont tellement strictes et surtout contradictoires que Frida et les autres femmes qui sont dans ce centre, parce qu'elle n'est pas seule, ne savent plus du tout comment agir. Et en fait, tout ce qu'elles font, c'est jamais assez bien aux yeux des responsables. Et pour ajouter un petit peu de piment à tout ça, parce que voilà, c'est une dystopie, et moi, en tant que lectrice, j'ai besoin quand même un petit peu de m'amuser, on va demander aux mères de se mettre en compétition. Donc par exemple, on va évaluer leur capacité à calmer leur enfant de substitution. Oui, j'ai dit enfant de substitution, mais je laisse cette partie du livre de côté, sinon la vie qui est déjà long va devenir trop long. Donc, lis le livre si tu veux savoir de quoi je parle quand je dis enfant de substitution. Et on va aussi évaluer leurs câlins, les câlins qu'elles donnent à leur enfant de substitution. Et donc les responsables vont noter chaque mère et celles qui auront les meilleures notes pourront peut-être, j'ai bien dit peut-être, parler à leur enfant. Et celles qui sont en bas du classement, c'est sûr qu'elles ne pourront pas du tout parler à leur enfant. Le centre essaie clairement de leur faire comprendre qu'elles sont de mauvaises mères et que malgré tout le temps qu'elles pourront passer dans ce centre, elles resteront des cas désespérés. Du coup, t'imagines que c'est démotivant parce qu'on voit les mères suivre les recommandations des responsables, participer à des groupes de discussion, lire des livres, enfin voilà, elles ont énormément de choses à faire, mais malgré ça, rien ne change, elles restent des mauvaises mères. Et ça m'a fait quand même un peu penser à la vraie vie, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire des reproches à une mère et lui dire qu'elle fait pas bien X ou Y chose. Et même, je me souviens à l'époque, dans les années 2000, quand il y avait encore les magazines qui étaient à la mode, il y avait toujours des titres où on disait oui, telle star est une mauvaise mère. Par exemple, Britney Spears, quand elle a ses enfants sur ses jambes alors qu'elle conduit, oui, regardez à quel point c'est une mauvaise mère, on devrait lui retirer la garde de ses enfants. Il y a toujours quelque chose à dire en fait sur ce que les mères peuvent faire. Et du coup, quid des pères, j'ai envie de dire. Où sont les pères ? Parce que le père d'Harriet, donc la fille de Frida, n'est là que pour les bons moments. Vraiment, sa fille est malade. Parce que là, au tout début du livre, quand même, la petite, ça fait 1 semaine qu'elle est malade, elle ne dort plus. On a son ex-femme qui est épuisée, mais ça change absolument rien pour lui. Il prend sa fille 1 week-end sur 2. Et puis après, quand il a la garde exclusive parce que Frida est au centre de rééducation maternelle,
Qui c'est qui va prendre toutes les décisions importantes? Eh ben, c'est sa nouvelle copine. Et est-ce qu'on dit à ce père qu'il est un mauvais père? Est-ce qu'on dit à cet homme: «Monsieur, vous êtes un mauvais père, vous ne vous impliquez pas assez»? Bah non, pas du tout. Tout ce qu'on lui demande, en fait, c'est d'être présent. Et le pire, et vraiment le pire dans tout ça, et je m'en veux un petit peu, j'ai une petite pointe qui dit en moi: «Mais Déborah, pourquoi t'as fait ça?» Parce qu'à plusieurs moments dans le livre, bah, j'étais énervée contre la copine du père parce qu'elle prenait des décisions extrêmement importantes. Extrêmement, j'abuse un petit peu, Déborah, calme-toi. Toujours dans le forcing. Pas extrêmement importantes, mais qui sont des décisions qu'elle n'aurait pas dû prendre en tant que, belle-mère. Je pense par exemple à l'école dans laquelle la fille va être, ou sinon tout ce qui est restrictions alimentaires. Vous voyez, des décisions que les parents prennent. Et là, c'est la copine du père. OK, c'est sérieux entre eux, mais c'est pas à elle de prendre ces décisions. Mais en vrai, voilà, maintenant c'est Déborah qui a terminé le livre et qui a pris un petit peu de recul. Bah, je me dis, si elle n'avait pas pris ces décisions, bah, est-ce que lui, le père, là, il aurait été capable de prendre ces décisions? Bah non, en fait, parce qu'il reste sur le retrait. Donc, en vrai, conclusion que je garde de ce livre, être un bon père, c'est juste être un père présent. Être une bonne mère, c'est une mère qui pense uniquement à son enfant. Et être une belle-mère, bah, bonne chance aux belles-mères, parce que j'ai l'impression que leur cas est encore plus compliqué que celui des mères. Alors, est-ce que je recommande l'école des bonnes mères? Je pense que l'intrigue aurait pu un petit peu plus se concentrer sur l'impact que les critiques avaient sur la santé mentale des mères, mais aussi sur un point qui a été abordé, mais pas assez, sur la différence de traitement entre les mères blanches et les mères non blanches. Ces deux sujets, ils ont été abordés dans l'intrigue, mais je trouve que c'est un peu resté en surface. C'est des sujets qui n'ont pas été mis en avant, alors que ça aurait pu apporter un petit peu plus de profondeur à l'intrigue, contrairement aux évaluations que les mères passaient tous les 2 mois, tous les 3 mois, je ne sais plus, et qui n'amenaient pas grand-chose à l'action. Parce qu'au bout de la première, deuxième évaluation, on savait comment fonctionnaient les évaluations. On n'avait pas besoin d'en avoir une tous les 5 chapitres. Et en plus, ça ne nous permettait pas d'en savoir plus sur les personnages ou sur le fonctionnement du centre de rééducation. Bon, c'est un choix, mais excepté ce point négatif, je trouve que l'école des bonnes mères reste une bonne dystopie. C'est une dystopie qui est réaliste et qui permet de réfléchir à la parentalité et à comment les mères sont perçues dans la société. Si tu cherches un autre roman autour de la parentalité, je te recommande La Saison des Feux de Celeste Ng. On va suivre la famille Richardson qui semble bien sous tout rapport jusqu'à ce que l'arrivée de Mia et sa fille déclenche une sacrée pagaille. Et si l'histoire te dit quelque chose, c'est normal parce qu'elle a été adaptée en mini-série et elle est disponible sur OCS. Je sais pas si c'est toujours le nom OCS ou si c'est déjà passé HBO ou j'en sais trop rien. Bref, t'as compris où c'était disponible. Et voilà, on arrive à la fin de mon retour sur l'école des bonnes mères de Jessamine Chan. Si tu souhaites le lire seul ou avec des compagnons de lecture, je t'ai concocté un guide de lecture avec tout plein de petites questions pour animer vos conversations. Et si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Sinon, pour le prochain épisode, on change de pays, direction Haïti pour parler de 2 demi-sœurs qui échangent leur identité pour échapper aux punitions de leur mère. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!